Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui porte sur la maladie thromboembolique veineuse, des recommandations de la Société de pneumologie de langue française, SPLF et ESC, Société européenne de cardiologie, datant de 2019, spécifiquement sur l'embolie pulmonaire. Je ferai un topo spécifique sur la thrombose veineuse profonde, parce que sinon ça allait être un petit peu long. Alors le plan, comment va-t-il se dérouler? Alors une petite introduction rapide, quand y penser et comment stratifier l'embolie pulmonaire, quels examens réaliser. Je vais vous expliquer entre guillemets succinctement, un petit mot sur l'embolie pulmonaire et l'état de choc hémodynamique. Une petite parenthèse sur l'embolie pulmonaire de découverte fortuite et sous-segmentaire. On verra comment et où traiter. Et à la fin, je vous proposerai un petit résumé. Donc la maladie thromboembolique veineuse, petite introduction, donc ça comprend la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. C'est une pathologie qui globalement est en baisse avec 1,57 pour 1000 habitants par an. En fait, c'est parce que les thromboses veineuses profondes sont en baisse alors que les embolies pulmonaires sont relativement stables. C'est pourvoyeur de 35 000 hospitalisations par an, donc c'est quand même un sujet majeur, et c'est responsable, l'embolie pulmonaire, de 5% de mortalité. Donc c'est mortel dans 5% des cas en moyenne. Bien sûr, c'est beaucoup plus faible quand c'est une embolie pulmonaire qui n'est pas très à risque, comparé à une embolie pulmonaire massive. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Les recommandations s'attardent un petit peu sur la différence entre suspicion et probabilité clinique. Alors, c'est pas exactement pareil, mais il précise quand est-ce qu'on évoque ou pas une embolie pulmonaire. Donc, il faut évoquer une embolie pulmonaire en cas de dyspnée, de douleur thoracique ou de malaise, et surtout si c'est pas expliqué par un autre diagnostic. Et dans les cas éventuels de douleur du pied, bien sûr, on ne va pas chercher l'embolie pulmonaire. C'est surtout ça, donc effectivement, on n'explore pas s'il y a un autre symptôme. Et pour cela, pour se dire si effectivement il y a certains patients qu'on ne pourrait pas exclure dès le début, dès l'entrée des urgences, pour leur dire bah oui, c'est sûr, c'est pas une embolie pulmonaire, il y a peut-être autre chose, mais c'est pas une embolie pulmonaire, on utilise ce qu'on appelle la règle de Perk. Donc on va voir un petit peu en détail dans la diapositive suivante. C'est à utiliser hors grossesse, hors postpartum, et c'est à utiliser si c'est peu probable. Donc déjà, on utilise une règle en cas de petite suspicion, mais pas trop. Donc vous voyez que, entre la suspicion et estimer une probabilité, il y a cette petite nuance, et on commence souvent par cette fameuse règle de Perk. Bon, c'est sûr que, si c'est un malade qui, a tout à fait le tableau, cancer, hémoptysie, le mollet avec la dyspnée, douleur thoracique et cetera, bon, voilà. Mais on va voir en détail un petit peu à quoi ça correspond, et dernier point, on ne prend pas en charge en ambulatoire un patient ayant une suspicion d'embolie pulmonaire. Donc s'il y a une suspicion d'embolie pulmonaire pour un patient, on l'adresse aux urgences et on ne fait pas des dédimères en ville, ça n'a pas tellement de sens. Alors justement, la règle de Perk, c'est quoi? Donc en fait, ça veut dire Pulmonary Embolism Rule-out Criteria. Alors là, mon accent anglais me fascine à chaque fois. Ça sert à identifier en fait les patients qui ont une probabilité d'embolie pulmonaire si faible que le dosage des dédimères est superflu pour écarter le diagnostic, de manière tout à fait aussi sûre. Donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme critère? Eh bien, il y en a 8. Et il faut que ces 8 critères soient cochés. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la personne ait moins de 50 ans, une fréquence cardiaque inférieure à 100, une saturation strictement supérieure à 94, l'absence d'œdème unilatéral d'un membre inférieur, l'absence d'hémoptysie, qu'en antécédent il n'y ait pas de traumatisme ou de chirurgie dans les 4 semaines précédentes, et à l'interrogatoire et dans les traitements et antécédents, à noter aussi, il ne faut pas d'antécédent de maladie thromboembolique veineuse et il ne faut pas de traitement œstrogénique PEROS. Donc il faut absolument que ces 8 critères soient cochés. Et si ces 8 critères sont cochés, effectivement on peut se dire bon, là c'est sûr, c'est pas une embolie pulmonaire. Exemple typique,
un jeune homme de 30 ans pour douleur thoracique, bah, si effectivement il a une fréquence cardiaque qui est correcte, qu'il ne désature pas, qu'il n'y a pas d'œdème ni d'hémoptysie, qu'il n'y a pas eu d'antécédent, on va pas faire les dédimères. Et donc maintenant, eh bien, on va faire ce qu'on appelle une estimation de probabilité à l'aide de scores. On va adorer les scores à la fin de ce topo. Il y a globalement, il y en a deux qui ressortent surtout parmi les études. Je vous propose plutôt ces deux-là, donc les fameux scores de Wells et de Genève. Alors il y en a d'autres, c'est sûr. Globalement, ce sont des scores qui ont été faits et validés par des études rétrospectives. À savoir que, par exemple, le score de Wells n'est pas gradé de la même façon que le score de Genève, et que, vous voyez, les points sont attribués de manière un tout petit peu différente, et qu'il y a des versions simplifiées. Donc déjà, avec la version simplifiée, on a quelque chose de correct, et je vais développer un tout petit peu sur la diapo précédente. En fait, si on regarde, si on compare le premier score avec le second, et ben, en fait, on voit que, pour le score de Wells, par exemple, et le score de Genève, c'est quasiment les mêmes critères. C'est quasiment tous les mêmes critères. Donc c'est-à-dire antécédent personnel de thrombose veineuse profonde ou EP, l'immobilisation aux chirurgies, un cancer actif, ou alors traitement en cours ou, depuis moins de 6 mois de rémission ou palliatif. Signes et symptômes de TVP. Le score de Genève développe un peu plus, par contre, ça c'est intéressant à noter. L'hémoptysie, c'est dans les deux cas, et la fréquence cardiaque, supérieure à 100 pour le Wells, mais il y a deux stades, donc deux types de points pour le score de Genève. C'est la fréquence cardiaque entre 75 et 94 et au-delà de 95. Et la particularité de chacun, c'est que le score de Wells suppose qu'il y ait un diagnostic différentiel qui soit pas aussi probable que l'embolie pulmonaire. Sous-entendu, on pense que c'est vraiment quand même une embolie pulmonaire et qu'a priori, il n'y a pas d'autre diagnostic. Et le score de Genève prend quand même prend en compte l'âge. Donc, à mon sens, si on doit en choisir qu'un seul, peut-être que le score de Genève, alors qui a été fait pour des patients ambulatoires, alors que le score de Wells, ça a été fait pour des patients hospitalisés et ambulatoires, mais on ne sait pas la proportion, donc il fait un peu défaut là-dessus. À mon sens, le score de Genève, il y a plus d'items, donc peut-être que c'est peut-être un peu plus intéressant effectivement. Et les recommandations pour nous perdre dans tout ça disent, en fait, le jugement clinique, c'est quasiment aussi efficace. Bon, donc en gros, on fait le score, et puis on obtient une probabilité soit faible, intermédiaire ou forte. Et c'est ça l'objectif. Et donc là, on a notre probabilité clinique. Une fois qu'on a notre probabilité clinique, soit elle est faible et intermédiaire, auquel cas on fait le dosage des dédimères, ou alors elle est forte et on va directement à l'angioscanner. Alors, on va à l'angioscanner si effectivement les dédimères étaient positifs et ou adaptés à l'âge. Et à noter que si la probabilité est forte et l'angioscanner négatif, mais qu'il n'y a pas d'autre alternative diagnostique, à ce moment-là, il faut quand même peut-être réitérer l'examen ou faire un autre examen. Un tout petit mot sur les dédimères. Qu'est-ce que disent les recommandations là-dessus? Alors plein de choses, mais surtout, on ne réalise pas le dosage des dédimères lorsque la probabilité clinique est forte, c'est ce qu'on vient de voir. Lorsque le patient est hémodynamiquement instable, c'est un autre algorithme, donc c'est une probabilité forte, c'est sûr, mais surtout le patient est instable hémodynamiquement, donc il n'y a pas d'intérêt. Et le point intéressant de cette diapo, surtout lorsqu'il est sous traitement anticoagulant à dose curative depuis plus de 24 heures, on ne le fait pas si on suspecte une embolie pulmonaire, ce qui est possible, et bien à ce moment-là, on va directement jusqu'à l'angioscanner. Dernier point, la valeur seuil, c'est adapté à l'âge après 50 ans, c'est-à-dire qu'à 60 ans, c'est 60 x 10, ça veut dire 600. À 30 ans, c'est 500, à 40, c'est 500, et à 50, c'est toujours 500, mais au-delà, c'est l'âge x 10. Toujours quand la probabilité clinique est faible ou intermédiaire. Quand la probabilité est forte, encore une fois, on ne réalise pas le dosage des dédimères, donc ça n'a pas de sens. Un petit point sur l'angioscanner thoracique. Ce sera surtout au niveau néphrologique. C'est une petite revue de la littérature qui est récente.
Le seuil du DFG pour lequel on peut injecter, c'est entre 30 et 35. Alors après, c'est sûr que si le patient est fragile, qu'il est en surcharge et cetera, on va quand même le discuter et peut-être pas le faire à 35 si on a une autre possibilité. Mais en tout cas, un avis néphro est nécessaire en dessous de 30 parce qu'effectivement, il y a un risque d'insuffisance rénale aiguë qui survient dans les 48 à 72 heures. C'est pas immédiat, c'est 48 à 72 heures et il faut effectivement rechercher les risques de néphrotoxicité avant de réaliser l'examen. Donc qui concerne, le patient. C'est par exemple une insuffisance rénale, inférieure à 60 ou, d'autres choses comme ça et effectivement on peut hydrater le patient, enfin on hydrate le patient, ça permet de limiter la néphrotoxicité. Donc, le scanner injecté permet d'exclure le diagnostic d'embolie pulmonaire si effectivement c'est négatif, mais surtout en cas de probabilité non forte. Parce que comme l'expliquait l'algorithme précédent, si la probabilité est forte, qu'il n'y a pas d'autre diagnostic et que l'examen est négatif, ça n'élimine pas l'embolie pulmonaire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va poursuivre les investigations si la probabilité clinique est donc forte, que l'angioscanner est négatif et qu'il n'y a pas d'autre diagnostic alternatif. Mais si on ne peut pas faire l'angioscanner, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un autre arbre diagnostique et à ce moment-là, on dose les dédimères de la même manière, tout ça c'est la même étape, ça ne change pas. Et si on a une probabilité forte, au lieu de faire l'angioscanner, on fait déjà l'écho veineux, donc l'écho Doppler de compression. Donc on fait appel à l'échographe, soit le personnel urgentiste formé, ou quelqu'un de formé, ou le radiologue. Si c'est positif, on considère qu'il y a une embolie pulmonaire. Donc ça veut dire qu'on a remarqué une thrombose veineuse profonde qui doit être au moins proximale. Ça veut dire, si on regarde notre anatomie, qu'elle touche la poplité et ce qu'il y a avant, c'est-à-dire la fémorale, alors que si c'est une thrombose par exemple de la veine tibiale antérieure, ce n'est pas positif. Donc si jamais on doit continuer l'algorithme, c'est-à-dire que on a fait les dédimères où la probabilité est forte, on a fait l'échographie, c'est négatif, et on va jusqu'à la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation. Et là c'est pareil, si c'est positif, on a le diagnostic, mais si c'est non conclusif, si on ne peut pas conclure sur cet examen, il faut aller plus loin, parce que ça n'élimine pas, encore une fois, la probabilité, enfin le diagnostic d'embolie pulmonaire. C'est un peu comme l'angioscanner, quand la probabilité est forte, qu'il n'y a pas d'autre diagnostic, il faut poursuivre. Le petit mot sur l'embolie pulmonaire en choc, parce que c'est possible et ça se voit. La question c'est est-ce que le patient est transportable jusqu'au scanner ou pas? Auquel cas, on appelle le radiologue, s'il est transportable, on l'appelle, on pousse le patient sans délai au scanner pour injecter. Est-ce qu'il y a un autre diagnostic qui explique l'état de choc? Dans ce cas, on traite spécifiquement. Et s'il n'y a pas d'autre chose qui explique l'état de choc, à ce moment-là, en cas d'embolie pulmonaire ou autre, donc ça veut dire que ce n'est pas une embolie, un embole qui est plus petit, c'est-à-dire un sous-segmentaire, c'est embolie segmentaire ou proximale ou autre, et bien à ce moment-là, effectivement, on a le diagnostic, sinon il faut envisager autre chose. Si le patient est non transportable, on fait l'échographie directement, donc l'échocardiographie. Est-ce qu'il y a un diagnostic alternatif? Par exemple, ceci est un diagnostic alternatif, ça s'appelle une tamponade, ou alors une cardiopathie hypokinétique avec une insuffisance mitrale par exemple. Il est en choc, et c'est un autre diagnostic. Nous, ce qu'on cherche, c'est par exemple une dilatation du ventricule droit et un contexte évocateur. Si il y a tout ça, le diagnostic est posé. On va avoir une petite image d'échographie juste par la suite. Après vous avoir... Et donc voici une image typique et rare, heureusement, un thrombus dans le ventricule directement. Donc là, le diagnostic est posé en choc, le thrombus. Et on peut retrouver ces recommandations de l'ESC qui montrent les choses à rechercher à l'échographie. Et en coupe parasternale petit axe, on peut voir d'un côté le petit ventricule gauche, donc LV pour left ventricle, et le RV pour right ventricule, donc le ventricule droit qui comprime le ventricule gauche.
Le SC précise quelques valeurs à rechercher, donc simplement en mettant la sonde d'échographie, on peut avoir déjà beaucoup de renseignements sans prendre des valeurs de Doppler ou des mesures dynamiques. Bah, si le ventricule est élargi, s'il y a un cœur pulmonaire, donc supérieur à 1 pour le ratio, etc. Vous voyez que le C et le F, ça correspondait aux images précédentes, quand la veine cave est distendue, bref, il y a certaines mesures Doppler et dynamiques, je ne m'y attarde pas, vous pouvez aller voir les recommandations en barre d'infos. Le petit point sur l'embolie pulmonaire de découverte fortuite, donc on fait un scanner TAP par exemple, un thoraco-abdominopelvien ou juste un thoracique injecté pour une autre raison, et on tombe sur une embolie pulmonaire. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on demande une relecture, parce que peut-être que c'était pas les bonnes fenêtres ou c'était pas le bon temps d'injection. Donc, dans ce cas-là, on peut demander, effectivement, c'est de bon ton de redemander, enfin de demander une relecture. Si c'est effectivement une embolie pulmonaire segmentaire ou plus proximale, bah, la prise en charge ne change pas, c'est comme d'habitude. Par contre, si c'est une sous-segmentaire, à ce moment-là, il faut faire l'écho-Doppler veineux des membres inférieurs, et on va en parler justement des embolies pulmonaires sous-segmentaires juste après. Donc quand c'est vraiment pas très gros, quand c'est au niveau de l'arbre sous-segmentaire, qu'est-ce qu'on fait? Et bien dans ces cas-là, on demande la relecture du scanner par un professionnel un peu plus expérimenté éventuellement, et on fait une échographie, donc l'écho-Doppler veineux des membres inférieurs à la recherche d'une thrombose, qui pourrait effectivement indiquer dans ce cas-là, enfin, qui pourrait poser l'indication formelle de traiter. Et si jamais il y a un cathéter veineux central, on fait le Doppler, membre sup, en plus. Est-ce qu'on traite, est-ce qu'on traite pas? Eh ben on traite pas. On traite pas, sous-segmentaire isolé. Donc ça veut dire qu'effectivement, il n'y a rien au niveau du membre inférieur. S'il n'y a pas de facteur de risque de faire des thromboses veineuses. Persistant majeur. Par contre, on surveille. Donc en général, ça suppose un avis quand même auprès d'un vasculaire ou d'un angiologue. Et on traite. Si effectivement il y a des facteurs de risque, quand il n'y a toujours pas de thrombose au niveau des membres inférieurs. S'il y a effectivement des facteurs de risque de thrombose persistante majeure, à ce moment-là, effectivement, on traite. Mais attention, encore attention, il ne faut pas qu'il y ait de risque hémorragique majeur non plus. Donc c'est un petit peu compliqué pour les sous-segmentaires. C'était de grosses questions avec des études qui sont sorties même en 2020. Donc effectivement, des fois on traite, des fois on ne traite pas toujours. Super, on a le diagnostic. Est-ce qu'on en a fini? Eh ben non, pas encore. Il va y avoir même des scores à faire à nouveau. Pour traiter, comment on fait? Bah déjà, avant le résultat, on peut traiter. Oui, c'est possible, puisque les recommandations disent que bah, on peut initier un traitement dès la suspicion clinique. Dès la suspicion clinique, on peut traiter à dose curative, s'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, et s'il n'y a pas de risque hémorragique élevé. Dans quel cas? Dans le cas où c'est une probabilité clinique forte, donc ça veut dire que bah, juste avant d'attendre l'angioscan, puisqu'on sursoit le dosage des dimères, à ce moment-là, effectivement, on peut déjà mettre en place l'anticoagulation, mais bon, il faut quand même attendre les plaquettes et puis le DFG, puisque on ne va pas non plus anticoaguler quand il y a 5 de plaquettes, c'est pas logique. Quand il y a une probabilité intermédiaire avec des résultats dans plus de 4 heures, ou quand il y a une probabilité faible avec des résultats dans plus de 24 heures. Souvent, ça peut être le cas dans des centres où c'est assez long, le week-end, jour férié, etc. C'est possible. Donc, dans ce cas-là, bah, on anticoagule. Mais en fait, avant de traiter, bah, il faut encore calculer le pronostic. Il faut l'évaluer avec des scores, toujours des scores. Et oui. Et donc voilà, l'énième score, c'est le PESI. Donc c'est pour Pulmonary Embolism Severity Index, qui peut être simplifié avec le SPESI. Dans la colonne de gauche, c'est l'original, et dans la droite, c'est la version simplifiée. Alors c'est intéressant juste de développer et de lire au moins la version originale. L'âge, c'est 1 point par an, donc 60 ans, c'est 60 points. 80 ans, c'est 80, sachant que le seuil est à 85. Vous allez voir pour le pronostic, donc dès 80 ans, dans tous les cas, c'est quand même un risque. Le sexe masculin, c'est 10 points, donc imaginons les hommes de 70 ans, qu'est-ce qu'on fait? Cancer, 30 points, insuffisance cardiaque, 10, respiratoire, 10,
Une tachycardie à 110, c'est 20 points. Une hypotension, donc une systolique à moins de 100, c'est 30 points. Une fréquence respiratoire à plus de 30, c'est 20 points. Avec une SAT tout en bas, inférieure à 90 en air ambiant, c'est 20 points aussi. Une température, c'est quand même intéressant, une hypothermie mineure à 35,8 par exemple, c'est 20 points. Et une confusion, c'est 60 points. Et vous remarquerez que dans la version simplifiée, il n'y a pas de confusion, c'est pas noté, c'est pas pris en compte, comme la température, comme la fréquence respiratoire d'ailleurs. Et pour vous en rappeler plus facilement, 80, 90, 100, 110 pour 80 ans et plus. Pour moins de 90 de SAT, moins de 100 de systolique, plus de 110 de fréquence cardiaque et un problème de cancer, cœur ou poumon. Je trouve que c'est plus rapide pour s'en souvenir. Et maintenant, comment on fait? Donc ça, c'est l'algorithme pronostic. Donc c'est-à-dire qu'on a fait le diagnostic et on a calculé l'évolution, donc à risque pour le pronostic avec le score PESI ou SPESI. Et maintenant, comment on fait? Donc s'il est hypotendu, en choc, etc., on en a parlé, c'est l'échographie, probabilité élevée, tout ça, le cœur pulmonaire, l'insuffisance cardiaque droite, tout ça. Bon, on traite, traitement thrombolytique, plus ou moins embolectomie chirurgicale, avis réanimation, centre spécialisé, c'est un peu particulier. Maintenant, s'il y a le SPESI qui est supérieur ou égal à 1, c'est pas grand-chose, à ce moment-là, il faut une échographie au minimum, c'est certain, il faut l'échographie. Et on va doser donc, vous voyez dans la colonne de gauche en gris, après le scanner, l'écho, BNP et tropo. Et si jamais il y a un cœur, un ventricule droit dilaté, donc un cœur pulmonaire aigu, et les marqueurs augmentés, à ce moment-là, c'est intermédiaire fort. La prise en charge, c'est HBPM éventuellement ou HNF au pouce. On peut relayer par des anticoagulants oraux, hospitalisation en soins continus. Et dans les autres cas, donc c'est-à-dire il y a un ventricule droit par exemple qui est non dilaté, ou biomarqueurs normaux, ou l'un des deux qui est anormal, ou l'un des deux, c'est l'un ou l'autre. Probabilité intermédiaire faible. Si c'est un SPSI qui égale à 0, c'est probabilité faible, enfin risque faible. Et donc dans ces cas-là, ça peut être directement du PEROS, ou si on veut, ou en cas de problème rénal, d'insuffisance rénale, n'oublie pas que le seuil est à 30 aussi pour les anticoagulants, eh bien on peut mettre des héparines, en sous-cutané par exemple, et on envisage souvent dans les deux cas, un faible et intermédiaire faible, un retour à domicile, parfois on discute de l'hospitalisation, on va voir par la suite dans quel cas. Un petit mot sur les molécules PEROS. Donc si ces molécules sont utilisées PEROS, c'est dans le cas où c'est un bas risque ou un risque intermédiaire faible. Et donc pas d'insuffisance rénale, parce qu'elles sont contre-indiquées, ces molécules-là, sauf pour une des trois que je vais citer, surtout pour les AVK. Donc pour les anticoagulants, les nouveaux anticoagulants, qui sont plus tellement nouveaux, au bout de 10 ans quand même, donc il y a le rivaroxaban ou Xarelto, c'est 15 mg x 2, 21 jours, puis 20 mg une fois par jour. Alors que l'apixaban Eliquis, c'est 10 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, puis 5 mg 2 fois par jour. Donc l'apixaban, il faut quand même le prendre 2 fois par jour. Et s'il y a une valvulopathie ou nécessité d'utiliser les AVK, insuffisance rénale par exemple, eh bien à ce moment-là, on introduit la coumadine, faut hospitaliser le patient bien souvent, avec un relais par des héparines, qui sont non fractionnées ou limite HBPM selon, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Bref, c'est un peu plus compliqué, puis il faut surveiller l'INR entre 2 et 3, c'est plus compliqué. Alors je te dis qu'effectivement, mais si on veut pas, ou si on ne peut pas utiliser la voie PEROS, eh bien on a la voie sous-cutanée ou IV. Donc c'est d'autres situations, surtout les risques, les mauvais pronostics ou les moins bons pronostics, ou alors quand il y a besoin, à cause de l'insuffisance rénale, de mettre d'autres médicaments. Et bien à ce moment-là, on peut mettre des héparines de bas poids moléculaire. L'enoxaparine, c'est 100 unités par kilo 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et d'autres héparines de bas poids moléculaire, comme la tinzaparine, c'est 175 unités par kilo une seule fois par jour. Donc c'est plus pratique quand même. Si jamais il manque du personnel, c'est plus pratique parce qu'une seule injection suffit pour être un dose curatif.
Si il faut mettre des héparines non fractionnées, eh ben, il y en a 2. Il y a la sodique, donc ça c'est, celle qui se met IV, alors elle peut se mettre, en sous-cut aussi, mais c'est plus rare, on le fait plutôt en IV, au pouce-seringue électrique. On fait déjà un bolus de 80 unités par kilo, et après au pouce-seringue à 18 unités kilo par heure, c'est un peu compliqué tout ça, et après on adapte avec l'activité anti-DISA, donc ça veut dire qu'il y a des prises de sang régulières. Donc c'est quand même très contraignant. L'autre possibilité, c'est l'héparine calcique, donc la calciparine, en sous-cutané, et on fait une dose initiale de 500 unités par kilo par jour. Donc ça, c'est les premières 24 heures, et après on adapte selon l'anti-10A. Peut-être qu'il faut un petit peu moins pour certains patients, peut-être qu'il faut un peu plus, à voir. Mais effectivement, c'est quand même plus commode, c'est le même mécanisme d'administration que les héparines de bas poids moléculaire. Et donc l'activité de l'anti-DISA, l'objectif c'est entre 0,2 et 0,6. Le premier dosage doit être fait, le premier prélèvement, donc après l'injection, ça va être fait entre 6 et 4 heures de la première injection. En fait, c'est entre deux doses, quoi. Le diagnostic est retenu, hein, donc c'est bon, on a diagnostiqué, traité, fait des scores. Comment on fait pour le retour à domicile quand c'est envisageable? Alors évidemment, quand c'est une embolie pulmonaire en choc, évidemment, c'est pas de retour à domicile, ce sera pour les faibles risques ou intermédiaires faibles. Eh bien, il faut dans ce cas-là évaluer le risque hémorragique avec la fonction rénale, le contexte médical, global, social, les souhaits du patient, les possibilités de suivi du patient, et deviner ce qu'il faut encore, c'est toujours, bien sûr, faire des scores. Donc ça, celui de gauche, c'est le PESI-SPSI, et celui de droite, c'est le score de risque hémorragique, le score de RIT. Vous voyez que l'âge à plus de 75 ans, cancer métastatique, ça prend 2 points. L'immobilisation de plus de 4 jours, l'hémorragie majeure récente, un TP anormal ou une clairance, alors TP anormal avant le diagnostic d'embolie pulmonaire, une insuffisance rénale avec un DFG à moins de 30, des plaquettes à moins de 100 000 ou une anémie, tout ça c'est assez fréquent tout de même. Et vous voyez que le risque élevé c'est déjà 4, hein, donc il suffit que le patient soit insuffisant rénal. Bah, bien souvent il y a d'autres pathologies avec. Donc voilà, puis le suivi doit être fait quand même parce que des fois on discute du bilan de thrombophilie ou de recherche de cancer, mais le bilan est à faire dans les 3 à 6 mois, donc bon, on n'est pas obligé de se stresser pour ça. Si le ventricule droit est défaillant. Bref, donc là on a fait beaucoup de scores. Alors comment on fait pour réfléchir devant une embolie pulmonaire? Donc les hypothèses d'embolie pulmonaire, ça se présente devant un malaise, une dyspnée ou une douleur thoracique. On ne fait pas le diagnostic d'une embolie pulmonaire sur une douleur hypogastrique ou une douleur de hanche. Première possibilité, le patient est en détresse, en choc. À ce moment-là, on a dit échographie cardiaque, éventuellement hospitalisé en réanimation. Dans les autres cas, on fait des scores, parce que les scores, c'est la base de l'embolie pulmonaire. Donc le premier, c'est la règle de Perk. Après, il y a le Wells, le Genève. On stratifie, on regarde ce qu'on fait. Est-ce qu'on dose les dédimères? Oui, non. Et on aura la fonction rénale, comme ça on peut se dire, est-ce qu'on fait ou pas notre fameux angioscanner? Ou bien, si on ne peut pas, ou si c'est contre-indiqué, on fait une échographie Doppler veineux du membre inférieur, plus ou moins scintigraphie pulmonaire, et à ce moment-là, on tombe ou pas sur le diagnostic, et puis on fait la stratification du risque de l'évolution, hein, donc pronostic, avec le score SPSI et l'autre score, un autre score, Estia par exemple, et on obtient donc les différents pronostics, bas risque, intermédiaire faible ou intermédiaire haut, et puis on traite en fonction de tout ça. Donc vous l'aurez compris, le rein, j'en ai pas beaucoup parlé, mais en fait c'est hyper important pour est-ce qu'on injecte ou pas avec le scanner, comment on traite, avec quelle molécule, le risque hémorragique. Donc l'embolie pulmonaire, il y a quand même une grande association avec le rein. Et voilà, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo qui était un petit peu longue sur l'embolie pulmonaire. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, de lâcher un pouce bleu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.